Deuxième acteur, effectivement, donc les missions locales. Donc Sylvie Sainte-Marie, donc pour le réseau des missions locales. Même question hein, sur les enjeux, sur l'articulation, sur l'impact, évidemment, pour les missions locales. Bonjour. Donc, quelques chiffres aussi en introduction sur les missions locales. Donc, les missions locales en Haute-Normandie, c'est à peu près 37 000 jeunes qui sont accompagnés chaque année. Sur les profils des jeunes, on a encore près de 70% de ces jeunes qui sont de niveau CAP et infra, donc plutôt des petits niveaux de qualification. On a à peu près la moitié des jeunes qui nous arrivent sans savoir ce qu'ils vont faire comme métier, sans avoir de projet professionnel. On a 74% des jeunes qui ont entamé une classe professionnelle, qui expriment des souhaits professionnels dans un métier différent de leur dernière classe. On a des changements de métiers visés, des souhaits professionnels exprimés qui changent tout le temps. Donc on fait beaucoup de travail autour des problématiques projet, orientation. On fait 70 000 propositions sur l'axe projet professionnel dans une année. On a 6 000 prestations d'orientation, 6 000 jeunes qui entrent en formation, etc. On a eu 4 000 jeunes qui sont entrés dans les emplois d'avenir et on a beaucoup travaillé sur les plans de professionnalisation dans le cadre des emplois d'avenir. On a à peu près la moitié du public qui sont dans un parcours d'accompagnement plus ou moins renforcé, donc où il y a et de la contractualisation et de la définition d'étapes de parcours et évidemment de la construction de projets. Donc voilà, quand on lit le cahier des charges du CEP, quels que soient les niveaux, 1, 2, 3, on ne peut pas dire, c'est une problématique de M. Jourdain, on fait du CEP sans le savoir aujourd'hui, parce que les problématiques d'individualisation, de contractualisation, d'info-métier, de connaissance du territoire, de construction, d'accompagnement des plans de formation, aujourd'hui, un conseiller de mission locale, c'est son quotidien. Donc, on fait. Et en même temps, effectivement, M. Psepet le rappelait tout à l'heure, cette loi, c'est quand même une petite révolution. Ça offre un cadre qui est différent pour la mise en place de ces fonctions. C'est un droit nouveau pour l'ensemble des actifs, dans un contexte qui est très contraint, en tout cas très défini, très précis dans sa définition, et surtout qui est partagé par un ensemble d'opérateurs, au moins 5 pour ce qui est des opérateurs de base, des opérateurs qui aujourd'hui ont des process d'accompagnement qui peuvent être assez différents. On a bien vu, on n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est une mission de conseil avec ce qu'a décrit notre collègue du FONGECIF et ce qui se passe aujourd'hui dans les missions locales. Et donc il va falloir qu'on apprenne à travailler et à offrir un service d'égale qualité pour l'ensemble des publics qui vont traverser ces 5 opérateurs. Ça pose pour les... Alors, nous, on n'est pas prêts à dire les choses comme ça assez rapidement. Le cahier des charges sur le CEP est arrivé en courant de l'été. Il y a encore plein de choses qui sont en train de se jouer au niveau national. C'est pour ça que je peux vous dire aujourd'hui qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas encore négociées, il y a des choses qui vont se caler au niveau national sur lesquelles on n'aura pas besoin de travailler en région, et il y a d'autres choses qu'on aura besoin de s'emparer, dont on aura besoin de s'emparer en région, et sur lesquelles effectivement on s'activera. Cela dit, je ne suis pas trop inquiète, parce que les jeunes en demande de CEP ne vont pas débouler de façon massive au 1er janvier 2015. Donc je pense qu'on a un petit peu de temps de s'aguerrir. Cela dit, effectivement, on l'a mesuré. Du CEP, on en fait, en même temps, on n'en fait pas. Il va falloir mesurer la superposition qui existe entre CIP, aujourd'hui donc conseiller en insertion professionnelle, et conseiller en évolution professionnelle. La différence que vous marquiez tout à l'heure entre travailler sur le projet et travailler sur l'évolution professionnelle. Il y a un certain nombre de choses. Le premier niveau, même, je dirais, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'un conseiller de mission locale soit complètement en phase avec la loi de mars 2014 et surtout son impact dans son travail au quotidien que ça va avoir dans les prochains mois, les prochaines années. Et donc le premier niveau d'intervention qu'on va faire, on a programmé une journée professionnelle à l'intention des salariés des missions locales en fin d'année pour commencer à mettre tout le monde au même niveau d'information dans le réseau.
Il est aussi prévu, et là ça va jouer entre le niveau régional et le niveau national, qu'au moins un conseiller par mission locale soit formé sur le CPF, parce que là aussi, il va falloir mobiliser ce nouvel outil dans la palette des outils des conseillers, et aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, il y a ces choses-là. On a vu aussi que le partage, ça veut dire un peu les problématiques qu'on a eues quand on a travaillé sur le SPO, le partage avec les autres opérateurs. Pour bien articuler les interventions des uns des autres, il va falloir bien connaître quelles sont les missions, les champs d'intervention, les process des autres opérateurs. Et ça, je pense que là-dessus, c'est pareil, il faut monter un peu en compétences. Alors, il ne s'agit pas, on a des conseillers qui savent faire, on va aller dans du complément de formation, on n'est pas dans de la professionnalisation en partant de zéro, hein, on a déjà pas mal d'acquis. Maintenant, il va falloir adapter ces compétences à ce nouveau cadre. Voilà. Dans un contexte, on a bien vu qu'il revenait au réseau de mobiliser leurs propres moyens pour former les personnels. La loi 2014 a pour impact dans la branche des missions locales une baisse de 40% des budgets de formation. Donc on est en négociation avec l'État pour voir qui finance quoi pour qui, parce que ça c'est des éléments importants. On aura des impacts en termes d'organisation. Est-ce que ce sera des conseillers spécialisés dédiés sur le CEP, ou est-ce que tous les conseillers feront du CEP? J'imagine qu'on ira plutôt vers la deuxième solution, mais ce n'est pas encore tout à fait acquis. Est-ce qu'il y aura de l'accès au service CEP dans l'ensemble des points d'accueil des missions locales, ou seulement dans les grosses antennes ou les sièges, hein? On a 12 missions locales, mais on a plus de 140 points d'accueil sur l'ensemble du territoire. Donc les problématiques de proximité, d'accessibilité vont se reposer comme elles se sont posées au moment où on a fait la démarche de labellisation pour le SPO. Et puis peut-être aussi un impact sur le premier niveau d'accueil du CEP, puisque là on ne sait pas si on devra accueillir que les jeunes, entre guillemets, ou si on sera susceptible, et notamment dans les territoires où il n'y a pas beaucoup d'autres services que la mission locale, d'accueillir aussi un salarié qui a besoin d'une information premier niveau, ou un demandeur d'emploi adulte, ou voilà. Et puis un impact qu'on a du mal encore aujourd'hui à mesurer sur les charges de travail des conseillers. Qu'est-ce que ça va représenter? Est-ce que c'est de la charge de travail supplémentaire ou pas? Est-ce que c'est juste un outil dans une palette d'intervention qui existe aujourd'hui? Pour l'instant, on mesure assez mal tout ça. L'articulation avec les dispositifs va se poser aussi. Aujourd'hui, dans un programme d'accompagnement comme Civis, comme l'ANI, comme le PPAE qu'on fait pour le compte de Pôle emploi, comme la garantie jeune, on a effectivement déjà des contractualisations, des plans avec des étapes, etc. Comment le CEP va s'articuler avec ça? Pour l'instant, on n'a pas encore bien travaillé sur ces articulations-là. On a des interrogations sur les systèmes d'information que vous disiez. Évidemment, c'est quelque chose qui va être beaucoup regardé, qui va être évalué à partir d'un certain nombre de critères, un socle d'indicateurs communs d'activité de résultat, voilà ce que dit le décret. Et ça sur la base d'un système d'information. Est-ce que ça va être un système d'information connecté à nos propres systèmes d'information, auquel cas ça ne va pas ajouter une masse de travail supplémentaire? Est-ce que ça sera un système d'information supplémentaire? Voilà, ça se pose aujourd'hui, et c'est des éléments qui sont importants dans une charge de travail, dans une organisation. Des problématiques d'outillage, notamment sur la formalisation. On parle d'un outil de restitution commun. Pour l'instant, on ne l'a pas encore vu. Est-ce qu'il faut qu'on l'invente? Est-ce qu'il nous sera fourni par le niveau national? On n'en sait pas trop. Les modalités de partage et de mise à jour des données sur les territoires, la prospective, sur des territoires, ça on ne sait pas non plus comment ça va s'articuler. Nous, on ne produit pas de données sur le territoire, donc on travaille avec les données du CREFOR, de Pôle emploi et des branches, etc. Donc comment on trouve un système pour remettre à jour régulièrement les conseillers sur ces problématiques-là? Je pense que ça va se poser. On a parlé d'outils d'information pour un service dématérialisé pour l'instant dans le réseau des missions locales. On n'a pas ça. Alors là aussi, est-ce qu'il faut qu'on développe
notre propre outil dématérialisé. Est-ce que c'est en national? Est-ce que c'est au niveau national? Est-ce que c'est un outil qui est partagé aux 5 opérateurs? Ça, pour l'instant, on n'en sait pas trop. Une autre problématique autour du partage des publics, puisque les missions locales, on flèche évidemment les jeunes, mais un jeune peut être aussi un salarié, un demandeur d'emploi, un jeune en situation de handicap ou même un cadre, même si on n'en a pas des masses dans les missions locales. Voilà, donc il faudra voir effectivement quelles sont les entrées pour l'accompagnement des jeunes. Donc ça, c'est, je dirais, nos préoccupations propres en termes de réseau. Après, il va y avoir un enjeu fort pour les publics qu'on prend en charge dans les missions locales. C'est l'enjeu de l'accès à l'information et l'accès aux services, puisque c'est une problématique récurrente chez les jeunes de bas niveau de qualification, qu'ils passent à côté d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre de services, que le non-recours au droit, aux services est courant. Et donc, il va falloir qu'on organise dans les missions locales, et là aussi, on ne sait pas si ça se joue au niveau national ou régional, des espaces d'information, des outils d'information, des manières de parler, pour que alors, avec les outils modernes de communication qui sont très utilisés par les jeunes aujourd'hui, il va falloir qu'on se pose la question, effectivement, un nouveau droit, comment on informe le jeune de ce nouveau droit et comment on fait en sorte puisqu'il doit être à l'origine de la demande, comment on fait en sorte qu'il sollicite et qu'il soit effectivement en capacité de formuler cette demande. Donc voilà, sur l'aspect autonomie des jeunes et la place dans leur parcours, on a déjà beaucoup travaillé là-dessus. On a fait des choix assez forts, en tout cas en région, de travailler avec des outils tels que la DVP, qui sont plutôt des outils d'aide au choix, justement pour éduquer les jeunes et qu'ils soient vraiment en capacité d'aller formuler leurs propres demandes et de s'emparer de leur parcours. Donc là-dessus, on continuera de travailler avec ces outils-là. En fait, pour conclure, on peut dire qu'on fait aujourd'hui à peu près au moins une partie, voire une grande partie du travail qui est demandé. Peut-être ce qui change vraiment, c'est le cadre. Peut-être qu'aujourd'hui, les interventions qu'on fait sont faites dans une perspective de court et moyen terme. C'est-à-dire qu'on travaille avec les jeunes pour les monter en compétences, les qualifier, leur permettre d'accéder à l'emploi. Tout ça dans des temporalités qui sont de quelques mois, d'une année, 2, 3. Ce qui change avec la loi, c'est les aspects où il va falloir travailler avec les conseillers et dans leur relation avec les jeunes sur le tout au long de la vie. C'est-à-dire que quand on va travailler avec le jeune sur le CEP, il va falloir le mettre dans une perspective d'évolution professionnelle tout au long de la vie et pas seulement dans travailler dans un délai court ou moyen, en tout cas, accéder à un emploi à peu près durable. Donc je pense que c'est cette révolution culturelle-là aussi qu'il va falloir mener avec les conseillers, au-delà de toutes les approches un peu plus techniques que j'ai décrites avant. Bien, eh ben, il y a du travail à venir. Hein. Je vois qu'au niveau de beaucoup de questions, effectivement, beaucoup je pense aussi de similitudes par rapport au questionnement qu'on voit par rapport aussi à ce qu'on sait au niveau du SPRO. Hein. Donc évidemment, tout ça interroge aussi sur l'articulation CEP-SPRO. Ce sera, je pense, des questions de fond qui seront abordées dans les instances qu'on évoquait tout à l'heure, comme le CREFOP. Est-ce qu'il y a dans la salle quelques questions pour les missions locales ? Anne-Marie. Anne-Marie Allard, Créfort. Alors c'est ce qu'a dit Sylvie, c'est pas directement pour Sylvie, mais c'est ce qu'elle dit qui m'interroge. C'est du point de vue, est-ce qu'il y a un plan d'information qui a été prévu par l'État pour informer les actifs de ce nouveau droit, puisque c'est, si j'ai bien compris, chacun d'entre nous qui activera ce droit au Conseil en évolution professionnelle. Donc qu'est-ce qui est prévu pour l'information? Est-ce que ça repose sur les réseaux qui sont en charge
du CEP ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Alors, hop là, excusez-moi pour les bruits de micro. On a quelques informations qui méritent naturellement d'être confirmées. Et je ne suis pas certain que je sois complètement habilité à vous transmettre ces informations, mais ce sont un peu des évidences. À partir du moment où le dispositif rentre en vigueur au début de l'année prochaine, il a été anticipé un certain nombre de choses, et en particulier donc l'ouverture du compte, du fameux site de la CDC, sur lequel, en fin de compte, il y aura énormément d'informations en direction du grand public. Donc ce site est en construction. Centre Info a un peu de visibilité sur cette construction puisqu'il participe à l'alimentation de pages écran, d'informations à destination des titulaires, des entreprises et des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Donc nous avons un outil Internet qui sera, à mon avis, le premier outil d'information assez approfondie sur le compte personnel de formation, le CEP, mais aussi un peu tout l'environnement de la formation professionnelle continue. Le calendrier, donc c'est le début de l'année 2015. Est-ce que ça sera ouvert le 1er janvier? Je ne sais pas si les citoyens français auront envie d'activer leur compte au 1er janvier. Bon, c'est la loi qui dit que ça doit marcher au 1er janvier. Vous voyez, bon. Alors, en tout cas, l'idée, c'est que naturellement, ça puisse marcher et l'ambition, c'est que ça puisse être testé dès le mois de novembre. Donc le processus est bien avancé pour que ces ambitions soient affirmées. Par contre, en termes de communication, en termes de message, il a été renoncé à une campagne grand public sur la fin de l'année. Il semblerait que ce ne soit pas pertinent. On va rentrer en période des fêtes quand même. On va rentrer dans une période où je ne suis pas certain que ce soit si facile de sensibiliser sur ces sujets-là. Donc a priori, tous ces sujets seront visibles plutôt au début de l'année prochaine de la part des citoyens. Donc par rapport à ce flux de demandes, je pense qu'il n'y aura pas de vent de panique en décembre ou début janvier. Il n'y aura pas des files d'attente devant les lieux d'accueil en matière de conseil en évolution professionnelle. Il y a un petit peu de prudence, même si les professionnels sont assez impatients que les choses commencent à se concrétiser. On le sent bien. On intervient, on est très 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 sollicité sur ces sujets-là en ce moment, et donc on est assez impatient qu'une information un peu officielle circule sur cette stratégie de communication qui est une évidence, qui est nécessaire, et donc voilà, qui n'aura pas lieu dans le prochain trimestre, ça paraît certain. Oui, donc Jean-Pierre Lalouette, conseiller VAE en point relais conseil, structure porteuse FONGECIF Haute-Normandie. Alors je suis désolé, je vais poser une question qui vient peut-être un peu à retardement, puisque le sujet a été évoqué tout à l'heure, en l'occurrence le bilan de compétences, et le positionnement du bilan de compétences par rapport au CPF, donc à l'outil CPF, que moi je compare aujourd'hui à feu le DIF, voilà, puisque le DIF va disparaître. Et j'ai cru comprendre, et ça me semble tout à fait logique, effectivement, qu'il ne devait pas y avoir d'interférence entre le CEP, et le bilan de compétences, mais je suis resté sur un doute, une interrogation quant au financement du bilan de compétences, de la démarche du bilan de compétences, que ce soit pour un salarié, que ce soit pour une personne en recherche d'emploi, inscrite chez Pôle emploi par exemple, que ce soit pour quelqu'un qui n'entre plus dans le cadre d'une activité salariée, qui n'est pas demandeur d'emploi. Et j'aimerais savoir si le bilan de compétences, très concrètement, peut être financé ou pas dans le cadre du CPF. Vous avez raison de poser la question aussi précisément parce qu'elle mérite une réponse claire. Et donc la réponse claire, c'est non. La réponse claire, c'est non. En fin de compte, elle découle des finalités du CPF. Quand vous regardez les formations éligibles au CPF, on a donc
le socle de compétences, la VAE, et là, toutes les formations qui permettront de maîtriser l'un des éléments du socle de compétences seront éligibles, sans liste, il n'y aura pas de liste, ce sera le socle de compétences, donc la lutte contre l'illettrisme est favorisée avec le CPF. La VAE, tout scénario de VAE, quelle que soit la certification recherchée à travers la VAE, le financement de la VAE sera garanti par le CPF. Et après, vous avez les fameuses listes avec les formations certifiantes, le fameux parchemin qui a de la valeur sur le marché du travail, jusqu'à l'inventaire de la CNCP et les formations des régions dans le cadre de la formation des demandeurs d'emploi qualifiante. Donc il n'est pas évoqué à un moment donné une prestation de bilan de compétences. Par contre, le CEP, lui, peut préconiser le bilan de compétences. C'est là où il y a une articulation dans le système. On approfondit le projet parce que la personne a un projet sur lequel elle veut travailler particulièrement et effectivement, la prestation là peut apparaître dans un fléchage. Mais sur la question du financement, voilà, il n'y a pas de financement nouveau pour le bilan de compétences, ce sont le financement ancien qui continue. Alors effectivement, la disparition du DIF, puisque vous aviez introduit votre sujet en parlant du DIF, c'est un peu la mauvaise nouvelle, c'est que le CPF ne reprend pas l'une des sources de financement qu'offrait le DIF au bilan de compétences, c'est vrai. Mais le législateur a bien cherché à orienter, à offrir quelque chose qui n'existait pas avant, un droit à la qualification, le mot est lâché, avec un sens très large au mot qualification, en tout cas un nouveau sens au mot qualification, par rapport au contrat de qualification qui avait bougé un peu